Je vais vous lire le chapitre 3 de Mademoiselle Perle de Maupassant. Dès que le dîner fut fini, Chantal me prit par le bras. C'était l'heure de son cigare, heure sacrée. Quand il était seul, il allait le fumer dans la rue. Quand il avait quelqu'un à dîner, on montait au billard et il jouait en fumant. Ce soir-là, on avait même fait du feu dans le billard à cause des rois, et mon vieil ami prit sa queue, une queue très fine, qu'il frotta de blanc avec grand soin, puis il dit « À toi, mon garçon !» car il me tutoyait, bien que j'eusse 25 ans, mais il m'avait vu tout enfant. Je commençai donc la partie. Je fis quelques carambolages, j'en manquai quelques autres. Mais comme la pensée de mademoiselle Perle me rôdait dans la tête, je demandai tout à coup. Dites donc, monsieur Chantal, est-ce que mademoiselle Perle est votre parente? Il cessa de jouer, très étonné, et me regarda. Comment, tu ne sais pas? Tu ne connais pas l'histoire de mademoiselle Perle? Mais non. Ton père ne te l'a jamais racontée. Mais non. Tiens, tiens, que c'est drôle. Ah, par exemple, que c'est drôle. Oh, mais c'est toute une aventure. Il se tut, puis reprit. Et si tu savais comme c'est singulier que tu me demandes ça aujourd'hui, un jour des rois, pourquoi? Ah, pourquoi? Écoute, voilà de cela 41 ans aujourd'hui même, jour de l'épiphanie. Nous habitions alors Rouille-le-Thor, sur les remparts, mais il faut d'abord t'expliquer la maison pour que tu comprennes bien. Rouille est bâtie sur une côte, ou plutôt sur un mamelon qui domine un grand pays de prairies. Nous avions là une maison avec un beau jardin suspendu, soutenu en l'air par les vieux murs de défense. Donc la maison était dans la ville, dans la rue, tandis que le jardin dominait la plaine. Il y avait aussi une porte de sortie de ce jardin sur la campagne, au bout d'un escalier secret qui descendait dans l'épaisseur des murs comme on en trouve dans les romans. Une route passait devant cette porte qui était munie d'une grosse cloche car les paysans, pour éviter le grand tour, apportaient par là leurs provisions. Tu vois bien les lieux, n'est-ce pas? Or, cette année-là, au roi, il neigeait depuis une semaine. On eût dit la fin du monde. Quand nous allions au rempart regarder la plaine, ça nous faisait froid dans l'âme, cet immense pays blanc, tout blanc, glacé et qui luisait comme du vernis. On eût dit que le bon Dieu avait empaqueté la terre pour l'envoyer au grenier des vieux mondes. Je t'assure que c'était bien triste. Nous demeurions en famille à ce moment-là, et nombreux, très nombreux. Mon père, ma mère, mon oncle et ma tante, mes 2 frères et mes 4 cousines. C'étaient de jolies fillettes. J'ai épousé la dernière. De tout ce monde-là, nous ne sommes plus que 3 survivants. Ma femme, moi et ma belle-sœur qui habite Marseille. Sacristi, comme ça s'égrène une famille, ça me fait trembler quand j'y pense. Moi, j'avais 15 ans puisque j'en ai 56. Donc, nous allions fêter les rois et nous étions très gais, très gais. Tout le monde attendait le dîner dans le salon quand mon frère aîné, Jacques, se mit à dire « Il y a un chien qui hurle dans la plaine depuis 10 minutes. Ça doit être une pauvre bête perdue. » Il n'avait pas fini de parler que la cloche du jardin tinta. Elle avait un gros son de cloche d'église qui faisait penser aux morts. Tout le monde en frissonna. Mon père appela le domestique et lui dit d'aller voir. On attendit en grand silence. Nous pensions à la neige qui couvrait toute la terre. Quand l'homme revint, il affirma qu'il n'avait rien vu. Le chien hurlait toujours, sans cesse, et sa voix ne changeait point de place. On se mit à table, mais nous étions un peu émus, surtout les jeunes. Ça allait bien jusqu'au rôti, puis voilà que la cloche se remet à sonner, 3 fois de suite, 3 grands coups, longs, qui ont vibré jusqu'au bout de nos doigts et qui nous ont coupé le souffle tout net. Nous restions à nous regarder, la fourchette en l'air, écoutant toujours, et saisis d'une espèce de peur surnaturelle. Ma mère enfin parla. C'est étonnant qu'on ait attendu si longtemps pour revenir. N'allez pas seul, Baptiste, un de ces messieurs va vous accompagner. Mon oncle François se leva. C'était une espèce d'Hercule très fier de sa force et qui ne craignait rien au monde. Mon père lui dit « Prends un fusil, on ne sait pas ce que ça peut être. » Mais mon oncle ne prit qu'une canne et sortit aussitôt avec le domestique. Nous autres, nous demeurâmes frémissants de terreur et d'angoisse, sans manger, sans parler. Mon père essaya de nous rassurer. Vous allez voir, dit-il, que ce sera quelque mendiant ou quelque passant perdu dans la neige. Après avoir sonné une première fois, voyant qu'on n'ouvrait pas tout de suite, il a tenté de retrouver son chemin, puis, n'ayant pu y parvenir, il est revenu à notre porte. L'absence de mon oncle nous parut durer 1 heure. Il revint enfin, furieux, jurant. Rien, nom de nom, c'est un farceur. Rien que ce maudit chien qui hurle à 100 mètres des murs. Si j'avais pris un fusil, je l'aurais tué pour le faire taire. On se remit à dîner, mais tout le monde demeurait anxieux. On sentait bien que ce n'était pas fini, qu'il allait se passer quelque chose, que la cloche tout à l'heure sonnerait encore. Et elle sonna, juste au moment où l'on coupait le gâteau des rois. Tous les hommes se levèrent ensemble. Mon oncle François, qui avait bu du champagne,
affirma qu'il allait le massacrer avec tant de fureur que ma mère et ma tante se jetèrent sur lui pour l'en empêcher. Mon père, bien que très calme et un peu impotent, il traînait la jambe depuis qu'il se l'était cassée en tombant de cheval, déclara à son tour qu'il voulait savoir ce que c'était et qu'il irait. Mes frères âgés de 18 et de 20 ans coururent chercher leurs fusils, et comme on ne faisait guère attention à moi, je m'emparai d'une carabine de jardin et je me disposai aussi à accompagner l'expédition. Elle partit aussitôt. Mon père et mon oncle marchaient devant, avec Baptiste qui portait une lanterne. Mes frères, Jacques et Paul, suivaient, et je venais derrière, malgré les supplications de ma mère, qui demeurait avec sa sœur et mes cousines sur le seuil de la maison. La neige s'était remise à tomber depuis une heure, et les arbres en étaient chargés. Les sapins pliaient sous ce lourd vêtement livide, pareil à des pyramides blanches, à d'énormes pains de sucre, et on apercevait à peine, à travers le rideau gris des flocons menus et pressés, les arbustes plus légers, tout pâles dans l'ombre. Elle tombait si épaisse, la neige, qu'on y voyait tout juste à 10 pas, mais la lanterne jetait une grande clarté devant nous. Quand on commença à descendre par l'escalier tournant creusé dans la muraille, j'eus peur, vraiment. Il me sembla qu'on marchait derrière moi, qu'on allait me saisir par les épaules et m'emporter, et j'eus envie de retourner, mais comme il fallait retraverser tout le jardin, je n'osais pas. J'entendis qu'on ouvrait la porte sur la plaine, puis mon oncle se mit à jurer. Nom de nom, il est reparti. Si j'aperçois seulement son ombre, je ne le rate pas, ce là. C'était sinistre de voir la plaine, ou plutôt de la sentir devant soi, car on ne la voyait pas. On ne voyait qu'un voile de neige sans fin, en haut, en bas, en face, à droite, à gauche, partout. Mon oncle reprit. Tiens, revoilà le chien qui hurle. Je vais lui apprendre comment je tire, moi, ça sera toujours ça de gagner. Mais mon père, qui était bon, reprit. Il vaut mieux l'aller chercher, ce pauvre animal qui crie la faim. Il aboie au secours, ce misérable. Il appelle comme un homme en détresse. Allons-y. Et on se mit en route à travers ce rideau, à travers cette tombée épaisse, continue, à travers cette mousse qui emplissait la nuit et l'air, qui remuait, flottait, tombait et glaçait la chair en fondant, la glaçait comme elle l'aurait brûlée par une douleur vive et rapide sur la peau, à chaque toucher des petits flocons blancs. Nous enfoncions jusqu'aux genoux dans cette pâte molle et froide, et il fallait lever très haut la jambe pour marcher. À mesure que nous avancions, la voix du chien devenait plus claire, plus forte. Mon oncle cria « Le voici !» On s'arrêta pour l'observer comme on doit faire en face d'un ennemi qu'on rencontre dans la nuit. Je ne voyais rien, moi, alors je rejoignis les autres et je l'aperçus. Il était effrayant et fantastique à voir, ce chien, un gros chien noir, un chien de berger à grands poils et à tête de loup, dressé sur ses 4 pattes tout au bout de la longue traînée de lumière que faisait la lanterne sur la neige. Il ne bougeait pas, il s'était tu, et il nous regardait. Mon oncle dit, c'est singulier, il n'avance ni ne recule. J'ai bien envie de lui flanquer un coup de fusil. Mon père reprit d'une voix ferme, non, il faut le prendre. Alors mon frère Jacques ajouta, mais il n'est pas seul, il y a quelque chose à côté de lui. Il y avait quelque chose derrière lui, en effet, quelque chose de gris, d'impossible à distinguer. On se remit en marche avec précaution. En nous voyant approcher, le chien s'assit sur son derrière. Il n'avait pas l'air méchant. Il semblait plutôt content d'avoir réussi à attirer des gens. Mon père alla droit à lui et le caressa. Le chien lui lécha les mains, et on reconnut qu'il était attaché à la roue d'une petite voiture, d'une sorte de voiture joujou enveloppée tout entière dans 3 ou 4 couvertures de laine. On enleva ses linges avec soin, et comme Baptiste approchait sa lanterne de la porte de cette carriole qui ressemblait à une niche roulante, on aperçut dedans un petit enfant qui dormait. Nous fûmes tellement stupéfaits que nous ne pouvions dire un mot. Mon père se remit le premier, et comme il était de grand cœur et d'âme un peu exaltée, il étendit la main sur le toit de la voiture et dit « Pauvre abandonné, tu seras des nôtres !» Et il ordonna à mon frère Jacques de rouler devant nous notre trouvaille. Mon père reprit, pensant tout haut « Quelque enfant d'amour dont la pauvre mère est venue sonner à ma porte en cette nuit d'épiphanie en souvenir de l'enfant Dieu. » Il s'arrêta de nouveau et, de toute sa force, il cria 4 fois à travers la nuit vers les 4 coins du ciel. « Nous l'avons recueilli !» Puis, posant sa main sur l'épaule de son frère, il murmura « Si tu avais tiré sur le chien, François !» Mon oncle ne répondit pas, mais il fit dans l'ombre un grand signe de croix, car il était très religieux malgré ses airs fanfarons. On avait détaché le chien qui nous suivait. Ah, par exemple, ce qui fut gentil à voir, c'est la rentrée à la maison. On eut d'abord beaucoup de mal à monter la voiture par l'escalier des remparts. On y parvint cependant et on la roula jusque dans le vestibule. Comme maman était drôle, contente et effarée. Et mes 4 petites cousines, la plus jeune avait 6 ans. Elle ressemblait à 4 poules autour d'un nid. On retira enfin de sa voiture l'enfant qui dormait toujours. C'était une fille, âgée de 6 semaines environ,
et on trouva dans ses langes 10 000 francs en or, oui, 10 000 francs, que papa plaça pour lui faire une dot. Ce n'était donc pas une enfant de pauvre, mais peut-être l'enfant de quelque noble avec une petite bourgeoise de la ville, ou encore, nous avons fait 1000 suppositions, et on n'a jamais rien su. Mais là, jamais rien, jamais rien. Le chien lui-même ne fut reconnu par personne. Il était étranger au pays. Dans tous les cas, celui ou celle qui était venu sonner 3 fois à notre porte connaissait bien mes parents pour les avoir choisis ainsi. Voilà donc comment mademoiselle Perle entra, à l'âge de 6 semaines, dans la maison Chantal. On ne la nomma que plus tard, mademoiselle Perle d'ailleurs. On la fit baptiser d'abord, Marie-Simone Claire, Claire devant lui servir de nom de famille. Je vous assure que ce fut une drôle de rentrée dans la salle à manger avec cette mioche réveillée qui regardait autour d'elle ses gens et ses lumières de ses yeux vagues, bleus et troubles. On se remit à table et le gâteau fut partagé. J'étais roi et je pris pour reine mademoiselle Perle, comme vous tout à l'heure. Elle ne se douta guère ce jour-là de l'honneur qu'on lui faisait. Donc l'enfant fut adopté et élevé dans la famille. Elle grandit, des années passèrent. Elle était gentille, douce, obéissante. Tout le monde l'aimait et on l'aurait abominablement gâtée si ma mère ne l'eût empêchée. Ma mère était une femme d'ordre et de hiérarchie. Elle consentait à traiter la petite Claire comme ses propres fils, mais elle tenait cependant à ce que la distance qui nous séparait fût bien marquée et la situation bien établie. Aussi, dès que l'enfant put comprendre, elle lui fit connaître son histoire et fit pénétrer tout doucement, même tendrement, dans l'esprit de la petite, qu'elle était pour les Chantal une fille adoptive, recueillie, mais en somme une étrangère. Claire comprit cette situation avec une singulière intelligence, avec un instinct surprenant, et elle sut prendre et garder la place qui lui était laissée, avec tant de tact, de grâce et de gentillesse, qu'elle touchait mon père à le faire pleurer. Ma mère elle-même fut tellement émue par la reconnaissance passionnée et le dévouement un peu craintif de cette mignonne et tendre créature qu'elle se mit à l'appeler ma fille. Parfois, quand la petite avait fait quelque chose de bon, de délicat, ma mère relevait ses lunettes sur son front, ce qui indiquait toujours une émotion chez elle, et elle répétait « Mais c'est une vraie perle, cet enfant !» Ce nom en resta à la petite Claire, qui devint et demeura pour nous Mademoiselle Perle. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.